Alors, donc, je ne sais pas où j'en étais, oui, ça. Alors, je reviens à mon cours. Et vous ne l'éditez pas, hein, ça. Hein, je tiens à ce que ce soit sur le, sur le site du Collège de France. Bien. Donc, si vous prenez pour phi un polynôme, si c'est un polynôme, on devrait pouvoir faire des calculs. Alors, je vais faire des choses simples. Je vais prendre un polynôme de degré 1, un polynôme de degré 2. Vous allez voir ce qui se passe. Je pense que je vais prendre degré 1, ça suffira. Mais les calculs se font tout à fait explicitement. Alors, si vous prenez un polynôme, vous avez un coefficient. Un polynôme, c'est une fonction de m qui est donnée par l'intégrale de a fois m, de a fois dm, où a est une fonction que vous pouvez prendre, c'est infini. Enfin, c'est un monôme de degré 1. Je pourrais prendre l'intégrale double avec une fonction symétrique de a de xy, dm de x, dm de y, ça serait le monôme de degré 2. Vous pouvez les sommer, etc. Les calculs deviennent un peu plus pénibles, mais c'est fondamentalement du même tonneau. Et là, l'énorme avantage, comme je vous l'avais indiqué l'an dernier, c'est que lorsque je prends ces monômes, la projection en dimension finie est triviale. Dans le sens où on a une formule qui est sympathique. Le phi n dans le premier cas, bien c'est simplement 1 sur n, somme de i égale 1 à n de a de xi. Dans le deuxième cas, c'est 1 sur n2, somme sur i et j de a de xi xj. C'est des fonctions à un corps, des fonctions à deux corps, etc. Alors si vous avez envie, pour faire des calculs plus simplement, au lieu de prendre tous les i et j, vous prenez i différents de j, ce qui ne change absolument rien en termes de projection, c'est totalement négligeable. Et donc, il suffit de comprendre pourquoi les équations convergent vers les équations sur des expressions explicites comme ça. Alors, regardons le premier, mais après, c'est réitérer la même chose. Parce que par densité, vous pouvez aussi prendre par densité des coefficients, si vous préférez. Alors, il y a des raisons beaucoup plus fondamentales que ça. Mais modulo le fait que vous puissiez faire vous pouvez prendre des produits ici, ce qui simplifie encore plus les calculs. Bon, et puis après il faut pouvoir prendre des sommes. Donc les calculs, c'est des calculs purement algébriques, mais je vais en faire un et je n'ai pas envie de m'embêter à faire le cas général avec les n puissance k, etc. C'est la même chose, c'est simplement un peu plus compliqué à écrire. Alors, le premier cas est quand même particulièrement simple. En ce qui concerne le premier cas, vous récupérez n sur 2, somme sur i égale 1 à n. Bien, le gradient par rapport à xi, il ne vous reste plus que le gradient de a en xi, norme au carré. À ceci près que vous avez un 1 sur n2 qui vient s'éliminer avec le n qui est ici, et j'ai 1 sur 2n. Et puis ça, par définition, c'est la loi des grands nombres. Ça tend vers quoi? Bien, ça tend vers l'espérance de gradient de A en x. Ça tend vers l'intégrale de gradient A carré m. Ce qui n'est rien d'autre que ça. Et ça, c'est bien l'espérance. C'est bien le gradient phi n en norme au carré. Bon, je vais vite, mais c'est des calculs qu'on a déjà d'une certaine manière fait. Donc, on comprend sur les polynômes quelle est l'équation limite, on l'identifie. Ça, c'est le calcul explicite. Ça, c'est ce qu'on a vu, des sommes de fonctions, ça tend vers ce polynôme, le degré 1. L'intégrale de gradient A carré m, si je la réinterprète au sens L2, c'est l'espérance de la norme de gradient A au carré. Et ça, je prétends que c'est bien gradient de phi en norme L2 au carré, parce que qu'est-ce que c'est phi? Il faut simplement faire toutes les interprétations. Phi, c'est l'espérance de A de x. Et donc, gradient phi, c'est a priori gradient A en x.
il est dans L2. Hein. Voilà. Bah, donc on est bien retombé sur... on retombe bien sur nos pattes. Bon, alors vous voyez, ça prend 3 lignes à le faire avec un polynôme de degré 1. Après, vous avez les I1, I2, IK lorsque vous avez un polynôme de degré K, mais c'est exactement du même tonneau. Donc la moralité, c'est que comprendre que c'est la bonne équation en limite sur les polynômes, c'est un calcul explicite, et c'est là où on teste qu'on ne s'est pas trompé d'équation à la limite. Donc on vérifie la cohérence, la consistance des problèmes sur les polynômes, et après, on a toute la mécanique des solutions de viscosité qui vous assure qu'il y a bien convergence, il y a bien existence et unicité, en tout cas pour une équation simple comme ceci. Donc, de tout ceci, j'en retiens la conclusion, c'est que pour comprendre des équations, en tout cas du premier ordre, je dois comprendre deux choses. Donc, les conclusions pour des équations du premier ordre, ce qui est l'objet aujourd'hui. C'est que je dois comprendre d'une part l'équation limite, et peut-être plus logiquement, c'est qu'est l'équation limite, quand n tend vers l'infini, la déterminer, et il suffit de la déterminer sur les polynômes. Et d'autre part, vérifier que la structure est OK du point de vue des solutions de viscosité au sens des démonstrations que j'ai commencé à mettre en place. Et donc maintenant, ce que je vais faire dans la fin de ce cours aujourd'hui, c'est regarder des situations dans lesquelles c'est compliqué. Compliquer les choses, c'est-à-dire regarder des situations dans lesquelles je n'ai pas forcément des formules explicites. Alors, je vais commencer par un cas où j'ai encore des formules explicites, en tout cas dans une situation où H est convexe. On pourrait le faire avec des formules explicites. Donc, on va progressivement compliquer, généraliser. Je vais m'arrêter à... Je vais faire 4 niveaux et je m'arrêterai là. Parce qu'après, on peut réitérer. Et bon, il y a un moment où on se fatigue. Alors, donc, extension. Alors, première extension possible, c'est de remplacer le gradient carré par un hamiltonien plus général, mais qui ne dépend toujours que de gradient xi. Alors, quand j'avais le carré, j'avais mis un n sur 2, parce que le n sur 2 me permettait d'avoir le 1 sur 2n dans la formule. Quand je prends ça, regardons. On pense au polynôme, comme ça on fait déjà une partie du boulot. Quand je vais injecter le gradient xi de phi n, lorsque j'ai ce polynôme, je vais avoir 1 sur n gradient a de xi. Et donc, il faut que je mette un n là. Comme ça, ça me fera gradient de a de xi. Ensuite, j'aurai la somme des h de gradient a de xi, somme de gradient à n, et donc j'ai un 1 sur n ici. Donc voilà, les scaling, on les voit sur les polynômes. Donc là-dedans, h est une fonction quelconque. Exemple, une puissance, c'est h de xi égale xi à la puissance m, la norme euclidienne à la puissance m, par exemple. Mais pas nécessairement. Alors, quand h est convexe, j'ai encore une formule de l'axe oléinique. Et quand h n'est plus convexe, c'est quoi l'équation à la limite? Pourquoi ça converge, etc. J'ai plus de solution explicite. Alors, donc ça, c'est la première extension. Il y a un théorème, c'est UN tend vers U unique solution. Je résume les deux théorèmes. Étant entendu que j'ai toujours la même condition initiale que précédemment. L'unique solution de quoi? L'unique solution de, et puis après, je vous dirai que ce théorème est faux, c'est du sur dt plus
eh bien, plus quelque chose que je vais noter h de gradient u en x égale à 0, où h est donné par l'espérance de h de gradient u en x. L'an dernier, je vous avais donné une autre formule écrite à plat sur l'espace des probabilités. Maintenant, écrite sur l'espace des probabilités, là, je simplifie. On a une formule tellement plus simple. Mais je ne la connaissais pas. Quand je vous avais montré la formule l'an dernier, je n'avais pas encore compris qu'il y avait cette formule-là. Alors, tout ceci ne dépend que de lois, on le sait bien, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière. Gradient u de x est une variable aléatoire qui est fixe mesurable, dont la loi est indépendante du choix du représentant x dans la classe d'équivalence de toutes les variables aléatoires qui ont la même loi. Bon, donc voilà l'objet dont il s'agit. Alors, ce théorème, il est presque vrai. Ce qui est déjà pas mal pour un théorème. Il est presque vrai parce qu'il ne peut pas être correct, parce que les objets sont dans quoi là-dedans? On travaille sur P2. Donc ça veut dire les x, ils sont dans L2. Le gradient u de x, c'est un gradient, c'est un élément de L2. Et donc, ici, j'ai une variable aléatoire de carré intégrable. Mais mon h, ça peut être à la puissance 4. Donc ça, c'est oui, si h est sous-quadratique, c'est-à-dire h de z se majore par C0 fois 1 plus Z2. Mais je n'ai pas n'importe quelle puissance. Ah. Alors, si je veux n'importe quelle puissance, il faut que je fasse quelque chose de plus. Si h est quelconque, alors je dois prendre dans la notion de solution, je dois prendre que j'ai une fonction non pas de P2, continue sur P2, mais sur P1. J'écris l'équation dans L2, mais je sais que la fonction est continue et ne dépendant que dans la loi sur les variables aléatoires qui sont simplement intégrables. C'est toujours la même définition de solution, mais je prends ceci. Et dans les fonctions de test aussi, il faut que je rajoute les bonnes choses. Donc, solution, c'est la même définition dans L2 avec... Alors, pourquoi ça change tout, ça? C'est que lorsque vous avez... on va le faire avec Lipschitz, on le voit sur les fonctions de test, mais on va le faire avec Lipschitz. Et les fonctions de test, ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc les fonctions de test, je les prends C1 dans L2 en loi, et Lipschitz, c'est 0,1 loi dans L1. Donc la raison est simple. C'est que lorsque vous écrivez que phi opère bien sur L1, ça veut dire que le gradient phi de x, il est dans l'espace dual. Donc, il était dans L2, ça on le savait, mais il est mieux. Il est dans L infini. Et donc là, maintenant, j'ai aucun problème pour injecter des choses qui sont bornées dans H. Voilà. Donc, il faut faire cette petite modification, mais elle est nécessaire, sinon on ne sait pas gérer le truc.
Donc il faut se servir de deux métriques à la fois pour pouvoir traiter des croissances quelconques. Donc modulo ces adaptations, tout se passe de la même manière. Je passe les détails sur lesquels on peut faire un cours entier si on en veut, mais il y a plus passionnant. Hein. Alors, deuxième extension, c'est de se dire, je vais un peu compliquer. Ok, là j'ai maintenant une opération non linéaire générale. Alors déjà, la première, c'est de mettre du x dans les Hamiltoniens, et puis quel x? Et puis se dire, c'est bien gentil là, mais pourquoi ça dépend? J'ai un gradient xi de un et les autres gradients. Pourquoi je n'aurais pas des non-linéarités par rapport aux autres gradients? Bon, alors on va y aller graduellement. Alors pour la dépendance en x, on va commencer par les équations linéaires. Donc la première chose que j'ai en tête, c'est de dire, je vais prendre une équation linéaire, c'est-à-dire un dun sur dt, plus une somme de i égale 1 à n, de un champ de vecteur b qui peut dépendre de xi, et puis je vais le faire tout de suite dépendre des autres variables de manière symétrique, pour garder la symétrie dans les équations. Fois gradient xi u n. Alors, cette équation-là, ça contient comme cas particulier, où b est donc une fonction sur Rd 3p, ça contient comme cas particulier l'équation duale de l'équation de Liouville qui conduit aux équations de Vlasov. Donc, c'est quand même pas... Il n'y a pas rien dans cette équation. Ça paraît tout bête, mais c'est pas vide. Donc, les exemples, c'est un b de x et de m. Vous pouvez avoir un b0 de x. Ça, c'est des champs de vecteurs standards. Mais vous pouvez avoir aussi quelque chose qui soit une intégrale de f de xy m de y, dm de y. Et lorsque vous injectez le 1 sur n-1, vous avez des interactions des forces à deux corps. Et là, je ne prends dans ce formalisme que simplement comme exemple un polynôme de degré 1. Donc, je peux avoir des interactions à k corps, etc., etc. Donc, il y a déjà de la matière dedans. Puisqu'à la limite, on va avoir Vlasov. On va faire du Vlasov en quelques lignes. Comme exemple très particulier. Alors, un champ de vecteurs, quand on veut faire du Cauchy-Lipschitz, en dimension finie, on dit il est Lipschitz. Là, il dépend sur Rd croix P, eh bien, je vais le prendre Lipschitz sur Rd croix P. Donc, toujours avec P2 ici, puis la métrique euclidienne qui engendre la métrique sur P2. Ok, équation limite. On prend les polynômes. On va tester. Je prends toujours ma somme de AI de xi. On fait petit, pour trouver l'équation limite, on fait un petit calcul de coin de table. Pour que vous voyez bien comment on construit ces problèmes-là. Alors déjà, le fait qu'il n'y ait plus de n, c'est parce qu'il y a un n ici et il y a un 1 sur n là. Donc les n s'en vont. Alors, le petit calcul de point de table, ça me fait quoi? Ça me fait du 1 sur n, gradient de a de xi. 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de gradient a en xi, enfin b, fois xi, 1 sur n moins 1, somme de j, différent de i de delta de xj, gradient a de xi. Ça, on sait ce que ça fait. On regarde tout de suite, à vue,
ça tend vers 1 sur n somme de i égale 1 à n en xi, ça fait une intégrale de dm de x. On intègre quoi? On intègre b de x et de m, scalaire gradient a de x. Voilà. Et il n'y a rien à dire, c'est vrai pour des coefficients réguliers, c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Ça tend vers m. Chaque fois que je prends 1 sur n, somme de i égale à n d'une fonction de xi, ça me fait l'intégrale par rapport à m de la fonction en x. Ben voilà. Bon, et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous reconnaissez là, du sur dt, plus l'espérance, je vais écrire les choses pour qu'on voit bien. Ben, le gradient de u, c'est le gradient a, hein. Le gradient u au point x, scalaire, bien il y a un b, en grand X, et en m, et m c'est quoi? Ben, c'est la loi de x, égale à 0. Voilà l'équation duale de l'équation de transport qui contient comme cas très particulier l'équation de Vlasov. C'est une équation linéaire. Bon, si j'ai un bon résultat d'existence et d'unicité pour une telle équation linéaire, d'après tout ce que je viens de dire, les polynômes permettent d'identifier, on a l'existence et unicité, donc il y a convergence uniforme par dualité, je sais ce qui se passe sur Vlasov, etc. Je vous passe les détails avec la dualité avec Hewitt et Savage, donc bon, c'est fini, on le voit en 3 lignes, c'est quelle est la limite. La chose devient transparente. Après, il y a toute une théorie derrière, donc je ne dis pas que c'est plus économique que faire des démonstrations directes, mais en tout cas, c'est transparent. Et ça permet d'aller plus loin, bien entendu. Alors, encore faut-il qu'on ait bien l'existence et l'unicité, parce que un b de x, c'est relativement agréable, et c'est une équation. Là, vous avez un produit scalaire de gradient u de x, ça, dans mon espace de Hilbert, de quoi s'agit-il? On voit bien le rapport avec Vlasov, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire de gradient U avec le champ de vecteur B. Et donc là, ce que vous êtes en train de regarder comme équation, j'aurais dû mettre un moins, c'est réellement une équation qui est du style x point plus B est égal à 0. Et ceci, ce n'est rien d'autre, moins gradient UB, c'est égal à d sur dt de u de x de t. Bon, à ceci près que c'est une équation différentielle d'un type un peu particulier, parce que ça dépend de grand X et ça dépend de la loi de grand X. Mais bon, pourquoi pas? Dépendre de la loi de grand X, c'est une dépendance en X. Hein. Bon, donc attention, c'est pas forcément des mais ça, c'est une manière d'écrire réellement l'équation des particules se mouvant dans un champ de force créé par elles-mêmes. Hein. C'est exactement ça que ça dit. Les particules, c'est mes x, ils se meuvent sur un champ de force B qui sont créés par la loi de grand X. Donc c'est là où il y a le couplage non linéaire de Vlasov. Ça, je n'insiste pas, je vous en avais déjà un peu parlé l'an dernier. Je voudrais quand même pouvoir, au-delà des interactions passives, pouvoir arriver à élucider la structure des jeux à champ moyen. Donc bon, ça c'est une direction que je n'emprunterai pas. Donc la seule chose qui me reste à comprendre, c'est pourquoi ce problème est bien posé. Comprendre pourquoi ce problème est bien posé, c'est comprendre pourquoi la démonstration des solutions de viscosité fonctionne.
La démonstration des solutions de viscosité, comment fonctionnera-t-elle? En injectant le 1 sur 2 epsilon de la norme de x moins y au carré. Et donc en disant, ce qui n'est plus le cas à partir du moment où j'ai une dépendance en x, bien c'est de regarder le gradient. Donc si je prends maintenant 1 sur 2 epsilon de norme de x moins y au carré, j'injecte ça dans l'équation en x moins l'équation en y. Là, j'ai le gradient en x. Le gradient en x, ça fait 1 sur epsilon. Je vais écrire les choses comme ceci. C'est 1 sur epsilon, allez, E de 1 sur epsilon x moins y, scalaire. Ce que je vais récupérer, c'est b de x et de la loi de x, moins b de y et de la loi de y. Et le 1 sur epsilon, je sors l'espérance. Eh bien, pour pouvoir conclure, c'est du Cauchy-Lipschitz, il faut que je puisse dire ceci est majoré. Est-ce que c'est vrai que c'est majoré par C0 sur epsilon fois l'espérance de x moins y au carré? Si je peux le faire, à ce moment-là, toute la mécanique des solutions de viscosité se met en route. Et ça, pourquoi c'est vrai? C'est simplement dire que P Lipschitz sur RD croix P2. Parce que B de x et de L de x moins B de y et de L de y, par les hypothèses qui ont été faites, hein, c'est vraiment pas subtil, hein, se majore par dire que c'est Lipschitz, ça se majore par C0 fois la norme de x moins y. Donc, ce sont les normes, ça. C'est Lipschitz en x, plus C0 fois la distance de L de x à L de y. Et ça, par définition même, ça se majore par la norme de x moins y. Et donc, je vais mettre ici un C1. Et donc, tout ceci se majore par 2 fois C1, la norme de x moins y. Donc, que ce soit Lipschitz en x ou Lipschitz par rapport à x et la loi de x, ça ne change rien. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire, c'est un cas trivial. Si les forces, en tout cas, sont lipschitziennes, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est le cas simple d'une force lipschitzienne. Donc, c'est les vieilles dérivations de Vlasov. Hein. Maintenant, si on voulait gérer des choses plus compliquées en ayant peut-être un peu de bruit, par exemple, etc., bien, il faudrait être sûr que les mesures qui sont concentrées sur des espaces fins, qu'on peut contrôler la taille des supports, etc. Donc, il y a des estimations à rajouter. Donc, je ne dis pas qu'on va progresser dans la compréhension, par exemple, des problèmes à m-corps quand n tend vers l'infini avec des potentiels singuliers comme ça. Mais en tout cas, ça permet de bien voir quelles sont les estimations qu'il faut démontrer. Ce ne sont pas forcément d'ailleurs celles auxquelles on pense. Mais bon, après, ces estimations restent toujours aussi difficiles qu'avant. Mais en tout cas, il n'y a pas de mystère dans les cas simples. Alors ça, c'est le cas linéaire. Oui. Si x, c'est xv, donc à ce moment-là... Ça ne change rien. C'est pareil. C'est un cas particulier. Tu baptises XV, tu l'appelles grand X. Donc, ça ne change absolument rien. Tu vois, donc si le X, tu l'appelles Y, et Y, c'est le couple XV. Et comme champ de vecteur, la première coordonnée, tu as qu'un B0, c'est X point égale V. Donc ça, c'est du B0. Et V point, tu as le deuxième terme. Mais c'est vectoriel, donc dans des composantes, tu peux prendre du B0, dans l'autre composante, du B1, etc. Tu peux faire des interactions à trois corps si tu en as envie. Non, et avoir des modèles où tu aurais des dérivés troisième, je ne sais pas pourquoi on tend, hein, je dis ça au hasard, si tu en as envie. Hein. Ça ne change rien. Bon. Alors, quoi dire d'autre là-dessus? Rien. Donc là, c'est fin de l'affaire dans la dépendance en X.
Et donc, du coup, je passe à la troisième extension. Ouais, c'est bon en temps. Je vais en finir avec les équations du premier ordre. Enfin, finir. On ne sait jamais, parce que s'il faut l'an prochain, je vous donnerai encore un autre point de vue. Alors donc, troisièmement, alors on continue, on complique petit à petit, en couches successives. Alors, donc somme de i égalant à n. Je garde uniquement une dépendance en gradient par rapport à gradient xi de un. Mais maintenant, je vais rajouter des x. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un xi ici, puis un 1 sur n moins 1, somme de j différent de i de delta xj. Et puis là, je dois mettre un n, et puis là, je dois mettre un 1 sur n. Bon, et puis maintenant, on a l'expérience, on n'a plus besoin de passer par les polynômes, on sait ce qui se passe avec les fonctions C1, et puis on a identifié les choses, donc on peut gagner du temps. Le 1 sur n, somme de i égalant à n de xi de h. Ça, on sait ce que ça fait, c'est un du sur dt. Je dois prendre l'espérance et mettre un h. Les xi, ça devient ma variable aléatoire. C'est les tirages de ma variable aléatoire grand X. La mesure empirique de mes tirages, ben, ça tend vers la loi. Et puis, ça, c'est le gradient fonctionnel. Je prends l'espérance de tout ça et voilà l'équation. Bon, mais maintenant, si vous mettez les bonnes hypothèses de type solution de viscosité sur les h de x de m, x1 m1 fois p moins h, puisque h, là, c'est une fonction qui est définie sur Rd, croix p, croix Rd. Si vous mettez les bonnes hypothèses du style solution de viscosité, donc h de x1 m1 moins h de x2 m2 p, inférieur à un certain module de continuité, x1 moins x2 plus d de m1 m2 multiplié par 1 plus la norme de p, eh bien, vous avez la bonne structure OK des solutions de viscosité. C'est comme en dimension finie, comme dans R2. En physique près que vous mettez des mesures et vous mettez la bonne distance. Alors, quelle distance? Il y a toujours les histoires de si l'hamiltonien est à croissance surquadratique. Lorsque la croissance est sous-quadratique, il n'y a aucun problème, uniformément, il n'y a aucun problème, vous êtes avec la distance 2, sinon il faut faire attention, comme on l'a vu dans la première extension. Bon. Alors là, en dépendance en x, c'est bon. On a pris à peu près tout ce qu'on pouvait prendre de plus général, puisqu'il s'agit de définir des équations non linéaires du premier ordre dans lesquelles on s'attend à ce que les solutions restent symétriques si elles sont symétriques initialement. Ça implique qu'on ne peut pas avoir n'importe quoi comme équation. Donc maintenant, si je veux une dépendance plus sérieuse par rapport aux autres gradients, et que je veux garder la symétrie, quelle structure est compatible avec la symétrie? Et tel qu'on puisse dire quelque chose. C'est pas... Je vais vous indiquer une première extension, et puis une deuxième, et puis après je m'arrête là et là, parce que c'est pour avoir des formules. Hein. Donc, on complique un tout petit peu, dun sur dt. Donc on sait que c'est un 1 sur n, somme de i égale 1 à n, on met un h de xi, 1 sur n moins 1, somme de delta sur j différent de i de delta xj. Le gradient xi par rapport à uni a
partir du moment où j'ai isolé la dépendance en xi, ça c'est logique. Et maintenant, je veux que ça dépende des autres gradients. Mais la symétrie, ça veut dire que ça doit être une fonction symétrique des autres gradients. Et j'en ai beaucoup. Donc, par rapport à tous les gradients qui restent, ça va être une fonction symétrique de n-1 variables. Et les fonctions symétriques de n-1 variables, je sais comment je dois les écrire, sous la forme des mesures empiriques. Et donc, la manière naturelle d'écrire quelque chose qui préserve la symétrie, c'est de mettre ici un 1 sur n-1, somme de j différent de i, de delta au point gradient xj de un en x. Et là, ce sont des mesures sur les p. Ça se complique, hein, là. Puis après, il va falloir mettre des mesures sur les h. Donc, bon, on va s'arrêter là après. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? H, c'est une fonction de quoi? Sur RD, croix P, croix RD, croix P. Ce sont donc des mesures en P. Je vais mettre un P ici. Alors, pour voir comment elles agissent, testons cette mesure. On voit ce que ça fait. Donc là, j'ai une mesure un peu compliquée que je vais baptiser μn de P. Et je regarde l'intégrale de phi de P des μn. En fait, c'est fondamentalement une mesure image, mais bon. L'intégrale de phi de P de μn, ça veut dire quoi? J'applique la définition, c'est 1 sur n-1, somme de j différent de i, de phi de gradient xj un. Au point x, au point grand x. Hein. Mais ça, c'est quoi? Mais c'était ma deuxième extension. Je sais vers quoi ça tend, ce bazar-là, sur des fonctions C1. Ça tend, sur des fonctions C1, vers l'espérance de phi du gradient de U au point X. En d'autres termes, sur des fonctions C1, ma mesure d'échantillonnage des gradients, μn, converge vers la loi de gradient U au point X. C'est la définition. Hein. L'intégrale de phi contre la mesure, c'est l'espérance de phi de l'objet. Donc on se sert de la deuxième extension pour comprendre ce qu'il faut injecter dans ce bazar-là. Et donc maintenant, je vous écris l'équation limite et je vous fournis l'aspirine. L'équation limite, mais elle n'est pas plus compliquée que les précédentes. Hein. Ça marche exactement pareil en mettant les bonnes distances. Tout est Lipschitz, c'est les mêmes démonstrations. Il n'y a rien à faire. Et une fois qu'on a compris sur les fonctions C1, il n'y a plus rien à faire. Ça ne devient pas plus compliqué que de faire le carré. Et donc, l'équation limite, c'est du sur dt, donc je l'écris tranquillement. L'espérance. Oui, 1 sur n, somme des h de xi, c'est l'espérance. H. Les xi, ça devient grand x. La mesure empirique, c'est grand x. Je recommence comme précédemment. Ça, c'est le gradient u de x. Et le dernier truc qu'on vient d'identifier, c'est la loi du gradient u de x, de la variable aléatoire gradient u de x.
Imaginez qu'il n'y ait pas de dépendance en x. Démonstration d'unicité, c'est toujours la même chose. Hein. Ici, j'ai x moins y, ici x moins y, ça s'inverse avec l'autre, c'est fini. C'est une fonction, s'il n'y a pas de grand x, c'est bien une fonction de gradient u de x. Donc ça ne change rien. Et on a les hypothèses de continuité, lorsqu'on a les hypothèses de continuité par rapport aux lois, ça ne change rien, ça semble plus compliqué, mais c'est la même chose. Donc, même cause, même effet, voilà la bonne équation. Alors, je le dis oralement parce que c'est que ça, c'est un opérateur, mais vous voyez que lorsque je prends cette somme 1 sur n, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre une fonction symétrique très particulière, c'est un polynôme de degré 1 par rapport à h. Donc, je peux prendre des fonctions symétriques par rapport au h, puis recomposer, les moduler par x, recomposer, remonter, etc. Bon. À la fin, on peut créer à peu près n'importe quelle fonction de x et de gradient u de x, hein, comme ceci. Donc, ce n'est pas le point important. Une autre manière de dire, c'est vous avez un h de x et de gradient u de x, et puis vous l'échantillonnez, vous redescendez en bas, et c'est les équations les plus générales que vous pouvez obtenir. Hein. Donc, plutôt que de compliquer, de réitérer en disant j'ai maintenant une fonction symétrique quelconque, je prends la mesure limite, la fonction de mesure à la fin, etc., je m'arrête là. Alors, vous me direz, mais on ne peut pas le faire de manière un peu générale et abstraite. Oui, il y a une petite difficulté, c'est de se dire quelles sont les équations qui préservent la symétrie. Et il faut pouvoir avoir des dépendances qui sont cohérentes avec les n. Donc ça rend les choses un peu compliquées. Il y a peut-être une manière totalement abstraite de voir les choses, mais j'en suis pas tout à fait sûr. J'ai pas l'impression qu'il y ait une description si et seulement si. J'ai l'impression qu'il y a... C'est comme la convergence des séries. J'ai plus l'impression que c'est comme ça. Bon, je me trompe peut-être, j'y ai peut-être pas suffisamment réfléchi pour avoir de certitude. Parce que quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, c'est de dire au lieu de prendre une somme, je prends le max. Voilà, c'est plus méchant. C'est beaucoup plus méchant. Bon, ça je vous en avais parlé déjà. Parce que bon, c'est des histoires c'est relié à d infini et des choses comme ça. Donc il faut éviter des d infinis qui flottent là-dedans. Sur la dépendance en x. Parce que si vous gommez tout ça, vous avez une fonction de x en xn. Un cas très particulier, c'est que vous enlevez tous les gradients. Eh bien, vous avez donc la problématique de passer à la limite pour une fonction continue de n variables. Et donc là, c'est là où il faut un module de continuité de type Lévy-Prokhorov, de façon à pouvoir passer à la limite. Sinon, vous avez des problèmes liés à d infini, si vous avez une dépendance dure par rapport à chacune des variables. Donc quand vous mettez en plus des gradients, ça devient un peu compliqué. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une structure, mais en tout cas, avec ça, on est armé, on a des dépendances par rapport à tous les gradients, et puis on sait qu'on peut non linéariser un peu ça si on en a envie, et ça suffit. Alors, dans les 10 minutes qui me restent, et ça finira complètement les histoires de premier ordre, je pourrais passer à les choses que je comprends, et d'ailleurs celles que je ne comprends pas sur les équations du second ordre, ou des équations de premier ordre associées à des Laplaciens. Enfin, si c'est des Laplaciens, c'est bon, mais si c'est des opérateurs plus compliqués, j'ai des petits troubles. Alors, sur la formulation même, et c'est ma remarque finale, j'ai une formulation avec des fonctions qui sont continues pour mes formulations des solutions de viscosité. J'ai des fonctions qui sont continues ne dépendant que de la loi sur L2, et j'ai des fonctions test. Donc ça commence avec quel que soit phi de classe C1 sur L2.
Et ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit des fonctions test qui soient invariantes, qui ne dépendent que de la loi. Bon, ça, c'est pas très simple. Alors, si dans la fonction test, il n'y avait que des paraboles, c'est-à-dire des x moins y carré, là, c'est bon, parce que je peux remplacer le x moins y par des distances, et la distance, je peux comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, la remplacer par C1, par une distance régularisée C1. Bon. Mais en général, j'ai aussi des pentes. Et les pentes, c'est méchant. Les pentes, c'est méchant parce que c'est une partie linéaire sur l'espace L2 qui ne correspond à rien sur l'espace des probabilités. C'est l'action d'une différentielle, mais vous ne pouvez pas transformer cette partie linéaire en fonction globalement définie qui ne dépendent que de M. Elle n'agit pas sur le même objet. C'est une fonction sur l'espace tangent, ce n'est pas une fonction sur la variété. Et là, je veux des fonctions sur la variété, donc je suis embêté. Alors, que dire de plus là-dessus? Alors, on démarre en disant, évidemment, si j'ai une propriété, il y a la définition en un point de maximum U moins phi, j'écris une équation. Et puis j'ai la définition si U et CL, L2, et je prends tous les phi de fonctions de classe C1 qui ne dépendent que de la loi, je me prends un point de maximum de U moins phi et j'applique la définition des solutions de viscosité. Et la question c'est, est-ce que ces deux formulations sont équivalentes? Alors bien entendu, ceci qui peut le plus, peut le moins, cette partie-là est évidente. Et la question, c'est comment remonter? Alors, comment remonter? On prend donc un point de maximum que je peux prendre global, donc en x0, avec une fonction de classe C1 sur L2, U moins phi, on va avoir que U est inférieur à phi partout sur L2. Même d'ailleurs, on peut même dire strictement, ce n'est pas vraiment un problème, que U de x0 est égal à phi de x0. J'ai ma fonction C1 et je la regarde. Et ce que je sais, c'est que U est une fonction qui ne dépend que de la loi. Bon, alors je peux prendre C1 sur L2, mais je peux prendre mieux que C1 sur L2 si j'en ai envie. Parce qu'il suffit de travailler des fonctions denses. Si j'arrive à démontrer cette propriété pour toutes les fonctions, pour une classe de fonctions denses, je l'aurai démontré. Donc C1 ou n'importe quoi de dense. Bon, par exemple, je vais être économe. C1, 1. Oui, parce qu'on est quand même dans l'espace de Hilbert. Alors donc les aspects de densité pour la convergence uniforme des fonctions C infini dans les fonctions continues, par exemple, c'est compliqué. Alors pour C1.1, avec Jean-Michel Astry, il y a très longtemps, on avait montré que les formules de Mince d'Infmax donnaient une régularisation C1.1 invariante par translation. Bon, peu importe. Donc C1.1 me suffira dans ce qui suivra. Le problème, c'est que je voudrais créer un objet qui ne dépende que de la loi. J'ai mon U qui ne dépend que de la loi et j'ai ma fonction phi, qui est très régulière. J'ai un candidat naturel qui consiste à dire, je vais prendre quelque chose qui ressemble à phi, mais qui soit invariant en loi. Et donc, ce qui est quand même assez tentant, c'est d'introduire phi tilde de m, qui est l'inf de tous les phi de y, tels que la loi de y soit m.
bien entendu, comme U est partout inférieur ou égal à phi, U est inférieur à phi tilde, qui est inférieur à phi. Et bien entendu, U de x0, comme c'est égal à phi de x0, bah c'est aussi un cas où c'est égal à phi tilde de x0 est égal à phi. Ah, donc ça a le bon goût, le phi tilde, il a le bon goût d'être une fonction continue, ça c'est pas trop compliqué, qui ne dépend que de la loi sur L2. Donc ça c'est plutôt bon signe. Si elle était C1, ça serait gagné. Bon. Parce qu'on aurait créé un objet. Bon, après il faut comprendre le gradient, mais je vous passe des détails sordides là-dessus. De toute façon, si elle était différenciable, ça serait le bon gradient. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément différenciable. Il y a un inf. Bon, alors, ce qu'on peut démontrer, c'est que phi tilde, elle est semi-concave. Parce que c'est un inf. Un inf de fonction C1,1 est semi-concave. Qu'est-ce que ça veut dire semi-concave? Ça veut dire que les dérivées secondes, si vous voulez, ou plus facilement, que phi tilde moins 1,5 de C pour une certaine constante norme de x au carré est concave. Alors, ce n'est pas tout à fait évident de dire ça, mais si vous pensez que d'une variable aléatoire qui ont la même loi, c'est simplement des réarrangements, donc vous pensez que ici, phi tilde au point x, c'est l'inf sur tous les homéomorphismes de mesure de phi de y rond tous les i qui sont les homéomorphismes de mesure, hein, de x rond. Parce que si simplement je me contente de faire des transformations biunivoques qui préservent la mesure, ben, je change ainsi, à partir d'une variable aléatoire, je ne crée que des variables aléatoires de même loi. Et comme c'est un homéomorphisme de mesure, ben là vous voyez que ça, pour chaque i fixé, ce sont des fonctions qui sont C1,1, j'ai bien un inf de fonction C1,1, c'est semi-concave. Alors, si c'est semi-concave, ben, j'ai presque gagné. D'abord, ça a plein de gentilles propriétés en termes de sous-différentiel et machin comme ça. Parce que c'est quand même une fonction semi-concave qui est touchée par-dessus en un point qui est par une fonction C1. Donc certainement, le gradient de phi en ce point-là appartient au surdifférentiel. Bon, enfin, je n'insiste pas trop sur ces propriétés-là, et j'en déduis. Et ce que je dis, c'est que maintenant, pour pouvoir conclure, ce dont j'ai réellement besoin, c'est de régulariser ça. Si je peux régulariser ceci, c'est possible. Et donc ça, on peut régulariser phi tilde par subconvolution. Donc, dernière opération, j'introduis phi tilde epsilon, qui est le sup, sur tous les y. Sup sur tous les y, de phi tilde, ça c'est phi tilde epsilon de x, de phi tilde de y, moins 1 sur 2 epsilon de la norme de x moins y au carré. Alors, pour epsilon plus petit que C0, phi tilde epsilon et C11.
évidemment converge vers phi tilde, et enfin phi tilde epsilon est invariant. Pourquoi c'est invariant? C'est parce que c'est une équation d'Hamilton-Jacobi. Hein, c'est phi tilde epsilon de m, ce n'est rien d'autre que le sup sur m' de phi tilde de m', moins 1 sur 2 epsilon de la distance au carré de m à m'. Maintenant, si je prends cette formule-là, je ne vois pas, parce que la distance n'est pas différenciable, ben, je ne vois pas les problèmes de régularité, mais si je regarde là dans l'espace de Hilbert, c'est les mêmes formules. Voilà, donc voilà comment on peut déformer ma fonction C1 et créer une fonction C1 invariante pas loin, qui converge très bien, dont les gradients convergent vers ce qu'il faut, et on peut passer à la limite dans les solutions de viscosité. Bon. Donc voilà la structure, pourquoi on peut passer de C1 invariant à C1 quelconque. Mais il faut faire un petit peu attention quand même. Hein. C'est parce que là, on se paye vraiment la difficulté des plis et que la partie linéaire d'une fonction, pensez à une fonction symétrique, parce que là-dedans, au fond, on comprend mieux les choses dans RL. Lorsque vous prenez une fonction symétrique, on sait de x1, xn. On sait que maintenant, c'est la même chose que les fonctions sur la mesure de proba. Ce qu'on dit, c'est que le gradient est symétrique, a une certaine propriété de symétrie. Au sens où, si vous échangez la première et la deuxième coordonnée, vous pouvez échanger la première composante du gradient et la deuxième composante du gradient. Mais quand vous regardez la forme linéaire associée au gradient en un point fois y, ça c'est tout sauf une fonction symétrique de y. Parce que la première composante du gradient et la deuxième composante du gradient, elles ne sont pas nécessairement égales. Et c'est le seul cas où ça peut être une fonction symétrique. Et si vous commencez à prendre l'inf ou le sup, vous êtes en train, sur toutes les permutations de x, ce qui est exactement quelque chose comme ça que j'ai fait ici, vous êtes en train de créer une fonction conique qui n'est pas du tout linéaire et qui n'est pas C1. Donc il faut faire attention. Et ça représente exactement la difficulté que l'on a. Alors, cette fonction conique, elle n'est pas vraiment là, mais c'est très difficile à le voir directement. Si quelqu'un a des lumières là-dessus, je serais intéressé. Elle n'est pas vraiment là parce qu'on a on a déjà un point, grosso modo, de différenciabilité. Donc, le fait que U soit inférieur à phi tilde soit inférieur à phi, on a touché par-dessus par une fonction C1, mais la fonction est elle-même invariante. Donc ça ne peut pas être un coin comme ça, mais ça peut être un coin comme ceci. Bref, donc là il y a des petites difficultés que je ne maîtrise pas complètement. Hein, je ne sais pas si on a une meilleure manière de voir les choses. Ça prouve que j'ai aussi encore un petit problème avec... ok, le travailler dans L2, le gradient il est bon, c'est parfait, ça interprète bien la différentielle en un point. Mais ce n'est pas vrai qu'on a un développement limité à l'ordre 1 avec un polynôme de degré 1 qui est tangent à la fonction en un point de différentiabilité. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas un monde plat, donc ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'il y a une manière différente de l'écrire? Alors, c'est lié à de la dualité, ça aussi. Hein. On sent bien que dans les formules de dualité, dans L2, les formules de dualité, c'est effectivement les formules habituelles. Elles se réinterprètent autrement dans l'espace de probabilité. Hein. Je ne sais plus comment tu appelles ça, des crochets de dualité ou des choses comme ceci, Guillaume, mais c'est fondamentalement l'idée que lorsqu'on écrit, c'est quand même guère plus compliqué que ça, c'est qu'on a un produit scalaire dans L2. Là, la difficulté que l'on a, c'est qu'on a un produit scalaire dans L2 qui n'a pas, évidemment, pas de contrepartie sur l'espace des mesures de probabilité. Et que ce produit scalaire dans L2, on peut vouloir le réécrire, et si on fait de la minimisation après,
Donc lorsque on sait que la loi de x est égale à m1 et la loi de y est égale à m2, ce qui est pour toutes les fonctions invariantes des choses que j'ai envie de faire, eh bien, on a la possibilité de réécrire ça comme étant, je vais mettre un moins produit scalaire, ça ne change rien. On a la possibilité toujours de dire que ça, c'est 1 demi de la norme de x moins y au carré, moins 1 demi de x2, moins 1 demi de y2. Cette partie-là, c'est moins 1 demi de l'intégrale de x carré m1, moins 1 demi, c'est aussi la distance au carré jusqu'à la masse de Dirac en 0. C'est intégrale de x2 à m2. Donc ça ne dépend que de la loi. Et ça, on peut minimiser, si on minimise par rapport à tous les xy, ce qui correspond bien à prendre un sup en xy, c'est de la dualité. Si vous minimisez par xy, ce que vous avez assez naturellement, c'est 1 demi de m1, m2. Donc ce qui, dans la dualité, remplace naturellement le produit scalaire dans L2, c'est cette fonction quadratique de M1, M2, qui, effectivement, dans un espace plat, dans un espace de Hilbert, correspond au produit scalaire. Et donc, vous voyez que ces aspects de forme linéaire, c'est lié à de la dualité, c'est lié au fait un candidat pour remplacer une forme linéaire, enfin un couplage comme ceci, c'est un couplage comme cela, mais dès qu'on écrit ça, mais on se repaye la difficulté, ça c'est pas différenciable. Donc là, on retombe sur toutes les difficultés associées aux mesures de Proba. C'est un peu vague ce que je vous raconte là, mais c'est pour vous dire que dès qu'on gratte un peu, il reste des difficultés. Je suis loin d'avoir tout compris ce qui se passait là-dedans. Mais en tout cas, l'aspect de calcul différentiel en passant dans L2, oui, il est tard, en passant dans L2, cet aspect de calcul différentiel, lui, devient transparent. Et donc, on achève là l'étude des équations du premier ordre, et après, je vous ferai un cours pour vous expliquer un peu les difficultés et où j'en suis, pour des équations correspondant au deuxième ordre. Donc, des bruits indépendants ou des bruits dépendants. Quand il n'y a que des bruits, c'est bon. Quand il y aura des diffusions plus générales, ça deviendra plus compliqué. Donc ça, ce sera vendredi prochain, et ce sera le dernier cours sur des EDP sans lien avec les jeux à champ moyen. Ensuite, 15 jours après, je rappellerai brièvement pourquoi tout ceci permet de comprendre comment les équations de champ moyen en horizon fini apparaissent. Et à partir de ce moment-là, on travaillera sur les systèmes d'EDP que sont les jeux à champ moyen. Donc on arrive à la fin de la première moitié du cours, et après on redémarre avec un sujet qui sera plus tranquille que ça, parce que là, il y a quand même un peu d'abstraction, c'est parfois un peu lourd à digérer. Sur ce, merci beaucoup de votre attention, et pardonnez-moi ma saillie coléreuse, mais qui, j'ai l'impression, a recueilli un certain nombre d'assentiments. Allez, en tout cas, séminaire dans un tout petit moment.